John regardait la scène, incrédule, alors qu'il dérivait lentement sur un morceau de bois dans les eaux glaciales de l'Arctique. John voyait le navire sur lequel il avait travaillé et vécu, son énorme proue s'élevant vers le ciel, puis se brisant en deux, provoquant un bruit que seul le tonnerre pouvait égaler. Désemparé et abasourdi, il croyait que lui, et lui seul, connaissait la sombre vérité derrière la disparition du navire insubmersible, le Titanic. 5 jours plus tôt, alors que le Titanic prenait la mer pour son voyage inaugural, John travaillait dur aux côtés de ses collègues dans la soute à charbon, stockant le charbon pour alimenter le puissant fourneau du Titanic. Ils en avaient entreposé plus que John n'avait jamais vu sur aucun autre navire sur lequel il avait pu travailler. Mais c'était le Titanic, le plus grand navire qui ait jamais navigué sur les mers. Sur le Titanic, il ne pouvait jamais y avoir trop de charbon. Alors qu'il quittait Belfast et se dirigeait vers Southampton, une grande détonation s'est produite sous les ponts, qui est passée presque inaperçue. Le fourneau rugissait et les turbines turbinaient, faisant avancer le Titanic à un rythme accéléré. L'équipage criait tandis que le navire avançait, inconscient du bruit sourd qui entourait son départ. Une fois à Southampton, Greg est monté à bord parmi des centaines d'autres passagers. Avec 13 ans en mer, sa vaste expérience comprenait le rôle de quartier-maître sur 6 navires précédents, prêt à relever un nouveau challenge à bord du plus grand navire jamais construit. Il était impatient de relever un nouveau défi dans sa carrière. Greg est arrivé avec une grande expérience, notamment de la navigation dans l'Arctique. Son rôle était essentiel au sein de l'équipage, comprendre les mers autour du pôle Nord. Il serait une vigie clé alors qu'il s'apprêtait à emprunter la route périlleuse de l'allée des icebergs. Greg avait quelques inquiétudes concernant le voyage. L'orbite de la Terre était remarquablement proche du Soleil et de la Lune, ce qui provoquait des marées plus importantes. Cela rendrait les icebergs plus proéminents, les faisant dériver plus près de la route du Titanic lors de son voyage vers New York. En évaluant la tour de guet et en inspectant le matériel disponible, Greg n'a pas trouvé de jumelles. Cela l'a inquiété, mais les marins se sont contentés d'en rire. Si le bar est à court de glaçons, nous ne manquerons pas de racler un iceberg pour nous réapprovisionner, a dit un marin en riant. Greg ne partageait pas cette légèreté. Désireux de découvrir pourquoi ils avaient été laissés en rade d'équipement dans un rôle aussi vital sur le vaisseau, Greg a enquêté davantage. Malheureusement, l'officier qui avait les clés de l'armoire aux jumelles avait été radié de l'équipage à la dernière minute. Greg n'arrivait pas à croire qu'un élément d'une telle importance ait pu être oublié. Pour un navire aussi puissant avec autant de personnes à bord et qui empruntait un itinéraire particulièrement dangereux, cela n'avait aucun sens. Mais par peur d'être mis à pied pour avoir violé la propriété du navire, Greg a laissé tomber en espérant qu'il n'aurait finalement pas besoin de jumelles. En fin de compte, si des icebergs étaient attendus, un avertissement serait fait au capitaine l'informant de tout danger potentiel. Greg était loin de se douter que l'avertissement avait bel et bien été émis, notifiant les dangers qui les attendaient, mais que le télégramme ne comportait pas le préfixe requis, qui devait assurer une livraison directe au capitaine. L'avertissement crucial a donc été négligé. Sous le pont, John et son équipe se préparaient au départ. En alimentant les moteurs, il a remarqué un résidu de gaz d'échappement épais, bien trop lourd pour provenir des fourneaux. L'équipage a cherché partout, dans les ponts inférieurs. Après une recherche approfondie, ils ont réussi à localiser la cause de l'échappement. Il s'agissait d'un tas de charbon ardent dans une soute à charbon, sans que l'on sache quand il s'était enflammé. Une accumulation de charbon avait manifestement couvé, augmentant lentement en taille. La quantité de charbon qui couvait était inquiétante. L'alarme a été déclenchée, alertant un agent pour qu'il examine la question. L'officier a évalué les dégâts et a confirmé au capitaine qu'ils étaient jugés peu préoccupants car seuls des dégâts mineurs avaient été causés. John n'était pas convaincu par cette évaluation car il savait que dans les espaces confinés entourés de cloisons en fer, il se crée un environnement semblable à un four qui intensifie la chaleur avec le temps. Le Titanic continuait d'avancer, ce qui n'avait aucun sens pour John car il venait seulement de partir de Southampton. Il était persuadé qu'ils allaient faire demi-tour. John et son équipe ont reçu l'ordre de pelleter le charbon déjà embrasé dans le fourneau et de continuer jusqu'à ce que le contenu fumant soit consumé. C'était une tâche minutieuse qui pourrait prendre tout le voyage. L'apport continu de charbon ferait en sorte que les turbines tournent à un rythme constant et accéléré, ce qui n'était pas ce pourquoi le Titanic avait été conçu. Il était destiné à être un paquebot de luxe et non à battre des records de vitesse.
Cependant, le monde serait enthousiasmé de voir le Titanic non seulement comme un submersible, mais aussi comme le paquebot plus rapide. John et son équipe ont continué à pelleter le charbon dans le fourneau pendant plusieurs jours. La température à l'intérieur de la proue augmentait chaque jour. La chaleur contenue dans la cloison était si forte que cette dernière s'était affaiblie là où les parois se rejoignaient et au niveau des rivets en fer. 2 jours de plus, juste 2 jours de plus. John riait, essayant de remonter le moral de ses collègues qui travaillaient sans relâche. Mais alors qu'il riait, plaisantait et avait hâte de retrouver la terre ferme, ils s'approchaient sans le savoir de leur dernier repos. Le Titanic filait à toute allure sur une mer calme. Greg regardait devant lui, tout en haut dans la tour de guet, gardant un œil attentif, car ils étaient maintenant en territoire d'iceberg. Même si la voie était libre, de faux horizons pouvaient se produire, créant une confusion sur la distance réelle des objets au loin. Alors qu'ils voyageaient dans les eaux du Gulf Stream, vers le courant plus froid du Labrador, les colonnes d'air pouvaient se refroidir de bas en haut, créant une inversion thermique. Cette pression atmosphérique, incroyablement élevée, prévient la présence de brouillard, offrant une vue faussement dégagée. Mais l'inversion thermique peut aussi créer des illusions d'optique, qui montrent l'horizon plus loin, apparaissant plus haut dans le lointain, et masquent tout objet qui pourrait le précéder. Ces faux horizons cachent facilement des icebergs en approche. Greg connaissait les périls d'une mer calme en Arctique, préférant les eaux agitées où il est plus facile de détecter les icebergs à travers les vagues. Du haut de sa vigie, il regardait vers le sombre abîme qui se trouvait devant lui. Soudain, à 1,5 km droit devant lui, une gigantesque forme a surgi soudainement des eaux sombres environnantes. « Iceberg droit devant !» a crié Greg à son collègue, qui a rapidement appelé la barre et leur a ordonné de barrer à fond à tribord. Le timonier a reçu l'appel. Dans le feu de l'action, il a tourné la roue dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ces conventions étant relativement récentes, il s'est rendu compte qu'il avait tourné la roue dans le mauvais sens et a rapidement pris la direction opposée. Le navire s'est dirigé vers l'iceberg, virant sur le côté bâbord, tout en réduisant sa vitesse. Bien qu'il y ait eu un retard pour tourner la roue, cela n'a peut-être pas fait de différence étant donné la courte distance et la vitesse à laquelle ils naviguaient. Alors qu'ils s'approchaient de l'iceberg, il semblait qu'ils allaient pouvoir le contourner, mais plus de 87% du volume d'un iceberg est immergé. Et alors qu'ils arrivaient par le côté, la glace cachée sous la surface a frappé la proue à bâbord, perçant le côté de la coque sur une surface d'1 mètre carré. Le navire a tremblé et tout le monde à bord a compris que quelque chose se passait. Mais dans la confusion et la peur, ils n'étaient pas conscients des dégâts. Alors qu'ils reprenaient leurs esprits, 6 des 16 compartiments se remplissaient rapidement d'eau. Le navire ne pouvait perdre que 4 compartiments avant de couler. Le temps s'écoulait alors que le Titanic amorçait sa descente vers les profondeurs. La cloison, affaiblie par les piliers et les rivets en fonte, s'est brisée sous la pression et le changement soudain de température de l'eau glacée. L'appel a été lancé d'abandonner le navire. Les canaux de sauvetage ont été préparés afin d'être mis à l'eau pendant que des signaux de détresse étaient envoyés aux navires voisins. L'opérateur radio était assis et appelait sans relâche un navire proche qui avait été en contact avec le Titanic peu de temps avant. Il y avait eu une communication constante avec ce navire au cours des derniers jours, fournissant des avertissements au sujet d'iceberg depuis que le Titanic était parti de Southampton. Le dernier message d'avertissement reçu datait d'1 heure à peine. En recevant le dernier avertissement, l'opérateur avait répondu par un méprisant « Taisez-vous », supposant que ces avertissements étaient essentiellement inutiles. Suite à cette réponse malencontreuse, l'autre navire a observé un silence radio. Le navire le plus proche qui répondait à leurs signaux de détresse se trouvait à 800 km. Trop loin pour apporter une quelconque aide, en temps et en heure. D'innombrables erreurs ont donc causé la fin tragique du Titanic, délibérément ou par pure ignorance. La plus terrible d'entre elles était le nombre de personnes à bord du navire, 2224 personnes. Or, il n'y avait de canaux de sauvetage que pour en sauver 1178, soit à peine la moitié.